Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à un test de matériel, encore le test d'un NAS Synology et cette fois-ci c'est le 923+, donc le dernier modèle 4 bay haut de gamme grand public PME de Synology qui est sorti en fin 2022, qui va donc être testé aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec les gammes Synology, je vous rappelle que la gamme Plus c'est la plus haute gamme des marques grand public ou TPE PME, c'est-à-dire qu'on a les gammes Plus, Play, Normal, J et SE, de la plus performante à la moins performante, on est donc là sur un modèle plutôt haut de gamme. Les performances d'un DiskStation de série Plus s'adressent donc à des utilisateurs qui, à la maison, vont être quand même relativement exigeants, vont être connectés à plusieurs, vont lui demander d'héberger des sites web avec un peu de visite, tout en faisant du transcodage de vidéos, du téléchargement autonome, avoir peut-être quelques VM pour de la domotique ou du filtrage de publicité par exemple. Là où un utilisateur moins exigeant ne pourra se contenter d'une série J par exemple, pour ne faire que du stockage et du partage de données en ligne et sur son réseau local. Je vous propose donc de découvrir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre ce 923+, et de comparer ses performances au 920+, que j'avais testé juste ici, et qui était sorti donc 3 ans auparavant pour constater un peu les évolutions en termes de performance entre la dernière génération et la toute nouvelle qui vient de sortir. Donc commençons par faire le tour du propriétaire en découvrant l'extérieur de ce NAS, qui, pour ceux qui connaissent déjà les 920 et les 918+, ne seront pas dépaysés puisque le châssis n'a quasiment pas changé. En termes de dimensions, elles sont totalement identiques au châssis du précédent modèle puisqu'il fait 16,6 cm de haut pour 19,9 de large et 22,3 de profondeur. On conserve donc le form factor du 918+, qui a déjà maintenant 5 ans. Sur la face avant, on retrouve donc la série du NAS, le bouton d'allumage et d'extinction, un port USB 3.2 Gen 1, les 4 baies de disque dur et les 5 LED de statut et de disque 1 à 4. Comme son prédécesseur, Synology ne fait pas évoluer la connectique USB et continue de faire l'impasse sur les LED réseau en façade. Les LED sont toujours placés sur une face biseautée, c'est joli, mais c'est pas forcément pratique quand on veut les observer selon où le NAS est placé par rapport à soi. Par exemple, moi dans mon bureau, le NAS est à ma droite et donc je suis toujours obligé de me relever pour me mettre plus en face du NAS si à un moment je veux regarder si une LED de statut m'indique quelque chose. Ces LED de statut disposent de 3 niveaux d'éclairage et de la possibilité d'être totalement éteintes. On peut également les allumer ou les éteindre selon des plannings prédéfinis. Et bien sûr, les bips de statut et d'erreur sont toujours désactivables. Les baies signalent toujours leur numéro par un chiffre gravé directement dans la masse. Elles sont munies du système de fixation sans outil pour les disques 3,5 pouces, bénéficient de Silent Block pour limiter les vibrations et d'une fermeture par simple clips. Il est bien sûr possible de remplacer les disques durs à chaud. Ensuite, sur la face arrière, nous retrouvons très exactement la même structure et le même placement également avec 2 ports réseau gigabit prenant en charge l'agrégation de liens, un port eSATA pour adjoindre à ce NAS une baie DX517 pour lui ajouter jusqu'à 5 disques supplémentaires, le port d'alimentation, un port USB 3.2 Gen 1, le connecteur anti-vol, un bouton reset et les 2 ventilateurs de 92 mm. Ici encore une fois, le 923+ est rigoureusement identique au 920+, d'un point de vue extérieur. Simplement, le 923+ ajoute une petite trappe qui permet d'ajouter une carte réseau 10 gigabits seconde qui va permettre d'augmenter grandement les capacités de connexion réseau. Je n'aurai malheureusement pas le loisir de tester ces 10 gigabits dans cette vidéo pour 2 raisons. La première, c'est que Synology ne m'a pas fourni la carte en question. Et la deuxième, c'est que je n'ai pas de réseau 10 gigabits à la maison et pas même de routeur ou de switch compatible pour pouvoir faire ce type de test. Notez tout de même que la baie d'extension, la DX517, est toujours la même que sur le 920+ en son temps, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque pour ceux qui voudraient changer le NAS pour gagner en performance sans être obligé de racheter une nouvelle baie, vous pourrez réutiliser la baie que vous aviez déjà, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Sur le dessous, on retrouve 2 trappes pour installer des SSD NVMe qui peuvent servir autant pour le stockage que pour le cache, ainsi que de gros patins antidérapants et anti-vibration pour éviter de transmettre les vibrations du disque à la structure sur laquelle le NAS serait installé. Enfin, la bonne ventilation est toujours assurée, en plus des ventilateurs, par des ouïes qui sont sur les côtés du NAS, ouïes qui sont au nom de la marque, ce qui implique toujours, pour une ventilation optimale et un meilleur silence, de laisser de l'espace sur la gauche et la droite du NAS pour la circulation de l'air. La ventilation est toujours pilotable selon 3 niveaux de ventilation et de puissance qui sont toujours appelés calme, frais et plein régime par Synology. Il n'est toujours pas possible de piloter la ventilation en fonction de la température du système de façon dynamique
Et nous y reviendrons, mais il est quand même extrêmement silencieux globalement, puisque le mode calme et le mode frais sont absolument inaudibles par rapport au bruit de grattement des disques durs, là où effectivement le mode plein régime, pour le coup, lui, s'entend quand même beaucoup. Maintenant, passons à ce qu'il y a à l'intérieur, puisque là, il y a beaucoup de changements par rapport au 920+. On retrouve tout d'abord un processeur Ryzen R 1600. Dans les faits, ce changement de processeur apporte un léger gain de puissance brute d'environ 10% seulement, ce qui est, avouons-le, très peu pour un produit renouvelé après 3 années. Le principal intérêt est de passer sur de la RAM ECC, donc à correction d'erreur. On voit donc très bien ici l'orientation prise par Synology pour s'adresser plutôt aux PME et aux entreprises dans leur globalité, puisque la RAM ECC pour le grand public n'a que très peu d'intérêt, là où pour une entreprise, elle rajoute une couche de sécurité supplémentaire sur les données critiques pour tout ce qui est base de données ou calcul, afin d'être sûr qu'il n'y ait aucune erreur. Le changement de processeur permet aussi de monter jusqu'à 32 Go de RAM au lieu de 8 sur la version précédente, tout en préservant la garantie constructeur, ce qui là est un gros plus pour les personnes qui veulent héberger des VM ou des choses qui nécessitent beaucoup de RAM. Le revers de la médaille, c'est que si vous voulez vous équiper de plus de RAM sur ce NAS, ça va vous coûter beaucoup plus cher, puisque pour prendre un exemple, 8 Go supplémentaires en RAM non ECC, ça vous aurait coûté à peine une vingtaine d'euros, et que les 8 mêmes gigas en RAM avec correction d'erreur vous coûteront plutôt dans les 40 euros, ce qui fait que si vous voulez monter aux 32 Go permis par le système, ça va commencer à faire quand même une sacrée différence de prix. Notez enfin que de base, le NAS est livré avec 4 Go de RAM, ce qui était exactement la même chose que son petit frère. En termes de consommation, Synology indique ce NAS pour une conso de 35,51 watts. Pour le coup, dans mes mesures à l'usage, j'ai été largement au-delà de ces 35 watts annoncés, puisque je suis monté jusqu'à 59 watts lorsque le NAS était largement utilisé avec un processeur à 100% pour du transcodage de vidéo et des données qui étaient envoyées ou reçues par le NAS et donc les disques qui étaient sollicités. On est donc quasiment à 2 fois la consommation annoncée sur la documentation et là pour le coup on pourrait dire que c'est un carton rouge en la matière puisque je ne vois pas comment Synology ont pu tomber sur des valeurs aussi faibles en usage de leur NAS, en sachant en plus que là, le NAS est équipé avec des disques durs Synology qui m'ont été fournis lors du prêt. Donc en plus, on peut même pas dire que ce sont mes disques durs qui fatiguent, qui sont plus up-to-date, et qui sont trop anciens et qui consommeraient trop. Et là en plus, on parle d'une configuration qui, lors du test de consommation, n'avait ni SSD NVMe, qui rajouterait tous les deux 1 ou 2 watts chacun, donc on pourrait rajouter entre 2 et 4 watts supplémentaires, et sans la carte réseau 10 gigabits seconde, qui elle doit rajouter aussi 2 ou 3 watts supplémentaires, ce qui fait qu'on peut très facilement atteindre les 60 voire 65 watts avec un NAS qui serait équipé et de la carte des 10 gigabits et de 2 SSD en NVMe pour pouvoir augmenter le stockage ou avoir du cache. Ce qui fait qu'au coût de l'usage de l'électricité actuellement en France et pour un usage en 24/24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, en gros, on va se retrouver avec un NAS qui va nous coûter environ 9 euros d'électricité par mois, ce qui commence à faire quand même un petit budget si on en a plusieurs ou si on l'a pour un usage perso. Et donc, c'est quand même à réfléchir si on veut changer de NAS, puisque son petit frère, le 920+, ne vous aurait coûté que 3,50 € à 4 € par mois. Donc ce NAS c'est un 4 bay, ce qui veut dire qu'il peut accueillir jusqu'à 4 disques durs de 3,5 pouces ou de 2,5 pouces dans les 4 baies principales. Et bien sûr 2 disques supplémentaires via les connexions NVMe. Sur le site de Synology, on se rend compte que les disques ont été testés jusqu'à des capacités de 18 Tera. Je vais donc m'en arrêter à ça pour la liste de compatibilité, et je ne vais pas faire de calcul de capacité avec des disques supérieurs. Ce qui fait que si on a un RAID 0 ou un JBOD, on va avoir une capacité de 72 Tera, là où on descendra à 54 Tera en RAID 5 ou en SHR, ou encore à 36 Tera avec un RAID 6 ou un SHR2. Si vous n'êtes pas familier avec les différents types de RAID et les avantages et inconvénients de chacun, je vous renvoie vers cette vidéo dédiée pour pouvoir en apprendre plus. Comme toujours, la taille du volume maximum est de 108 Teraoctets, ce qui fait que si vous y adjoignez une bête DX517, eh bien vous allez vous retrouver, si vous avez 9 disques de 18 Tera, avec l'incapacité de faire un seul volume unifié, et donc vous devrez sans doute faire 2 volumes pour répartir vos données. Ayez toujours en tête avec ce type de NAS et ce type de très gros disque dur également que si vous avez un disque dur qui claque, la reconstruction du RAID sera relativement longue et donc il faut des fois plutôt privilégier d'avoir plus de disques de petite capacité plutôt que quelques gros disques parce que au final si vous avez un gros pépin sur votre système, eh bien ce sera beaucoup plus rapide de reconstituer la grappe. Par exemple, si vous avez un RAID 5 de 6 disques de 4 Tera, ce sera beaucoup plus rapide de reconstituer les 4 Tera qui viennent de claquer
plutôt que si vous avez un RAID 5 de 4 disques de 8 Tera, eh bien ce sera beaucoup plus long de reconstituer ce disque de 8 Tera. Pour deux raisons. Déjà parce que reconstituer 8 Tera de données, c'est forcément beaucoup plus long que d'en reconstituer 4. Mais en plus parce que si vous avez par exemple 6 ou 8 disques sur votre RAID au départ et que vous en avez un qui claque, eh bien on va reconstituer les données à l'aide de l'ensemble des autres disques. Donc on va avoir beaucoup plus de débit de lecture sur l'ensemble du RAID pour pouvoir reconstituer nos données. Alors que si on a un disque sur 4 qui claque par exemple, eh bien on a donc plus que 3 disques qui peuvent envoyer des données pour la reconstitution. Et donc ça peut aussi être un facteur de goulot d'étranglement. Alors, pour le démarrage et l'installation, clairement, on est chez Synology, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment de soucis sur le sujet. Soit vous avez un ancien NAS avec le même nombre de disques durs ou moins et vous pouvez le migrer directement sur le nouveau système d'exploitation de votre nouveau NAS et conserver l'ensemble de vos données et de vos paramétrages. Ça, c'est excellent et c'est un gain de temps appréciable quand on change de NAS. Ou alors vous démarrez de zéro, c'est votre premier NAS et vous allez être vraiment accompagné pas à pas pour pouvoir créer votre interface utilisateur et votre premier volume. Et donc, si vous découvrez vraiment la marque ou le NAS et que vous voulez voir un peu comment se passe cette installation, je vous renvoie vers ma liste de vidéos Synology que je vous mets juste ici donc, et qui va vous permettre d'aller voir un petit peu comment se passe l'installation et les premiers paramétrages directement en détail, mais on va pas s'étendre plus ici pendant cette vidéo de test de ce 923+. Attention toutefois si vous avez un NAS qui est non compatible avec le BTRFS ou en tout cas dont le volume avait été créé avant la mise à jour permettant d'être en BTRFS, car si vous voulez bénéficier du BTRFS sur votre nouveau NAS pour pouvoir avoir les snapshots rapides ou justement la correction d'erreurs et les analyses d'erreurs des fichiers, eh bien il va falloir que vous repartiez de zéro puisqu'il n'est pas possible de migrer une partition en EXT3 ou 4 vers une partition en BTRFS sans perdre les données. Attention également, si vous migrez depuis un NAS 2 bay vers ce NAS 4 bay, vous ne serez pas en capacité d'étendre votre volume au-delà des 2 disques que vous aurez déjà utilisés dans votre NAS précédent. Il faudra donc recréer un nouveau volume avec les 2 disques supplémentaires que vous allez rajouter, migrer vos données des 2 disques précédents aux 2 nouveaux disques, supprimer ensuite le volume constitué par les 2 disques précédents pour les réintégrer au nouveau volume, ce qui fait qu'après vous n'aurez qu'un seul volume qui s'appellera volume 2, et ça pour le coup ça titille toujours autant ma maniaquerie. Pour l'occasion, le NAS était équipé de 2 disques de 12 Tera et de 2 disques de 4 Tera, les 4 étant des disques Synology. Le démarrage donc a été extrêmement rapide puisqu'en moins de 5 minutes j'avais fini le premier paramétrage de mon NAS et j'avais accès à l'interface. Donc ça, c'est tout bonnement excellent. Par contre, attention, sur des telles quantités de disques, encore une fois, la synchronisation du RAID, quant à elle, m'a pris plus de 8 heures pour synchroniser les 2 disques de 12 et les 2 disques de 4 ensemble dans un volume et sa chair. Ce qui fait que pendant ce temps-là, le NAS est totalement utilisable, mais par contre, ses performances sont moindres et c'est pas le moment où il va falloir faire des benches pour voir comment il fonctionne, et c'est pas le moment non plus où il va falloir le sursolliciter pour lui demander plein de choses dès le démarrage, parce qu'il est encore très occupé dans cette synchronisation. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, on voit très bien les performances des disques qui baissent au fur et à mesure de la synchronisation, puisque quand on a démarré la synchro, on était à plus de 1000 mégaoctets par seconde en lecture, et quand on a fini la synchro, on était à peine à 400 mégaoctets par seconde, toujours en lecture. Et pour ceux qui seraient intrigués de savoir pourquoi on démarre à 1000 et qu'on finit à 400, qu'est-ce qui peut faire un écart de plus de la moitié du débit comme ça, eh bien je vous renvoie vers une autre vidéo, encore une fois, qui explique comment fonctionnent les disques durs magnétiques, juste ici, et ça répondra à votre question et à votre curiosité. Alors, pour vous rappeler mon protocole de test, je vais prendre mes petites notes quand même, parce que je tiens à être exhaustif dans la façon dont c'est testé, et donc je vous le rappelle. Donc le protocole de test, les données sont envoyées depuis un PC qui est plutôt performant, puisqu'on est sous un AMD 5950X avec 128 Go de DDR4, et il est full SSD. Les données sont envoyées via l'explorateur de fichiers Windows, via le protocole SMB. Les données sont hébergées sur un RAM disk pour garantir des performances vraiment sans faille, puisque benché, il permet des débits de 25 gigaoctets par seconde sur les gros fichiers et arrive à maintenir des débits de 2 gigaoctets par seconde sur les petits fichiers de 64 kilooctets. On soit bien plus que ce que n'importe quel NAS conventionnel est capable de gérer pour l'instant et bien plus que ce que j'ai jamais pu tester jusqu'à présent. Cela permet donc de s'assurer que les débits relevés sont bien ceux du NAS et éventuellement de la connexion réseau pour les gros fichiers quand on arrive à la saturer, mais qu'en tout cas ce ne soit pas le PC qui ait des difficultés à envoyer ou à recevoir les données et qui soit le facteur limitant. J'effectue ensuite 4 tests avec la même cohorte de fichiers. J'ai une cohorte de 2700 fichiers de 64 kg, une cohorte de 659 fichiers de 1 méga, une cohorte de 136 fichiers de 50 mégas et enfin une dernière cohorte de 4 fichiers de 1 giga. À chaque fois, le test est effectué en lecture, envoie des données du NAS vers le RAM disque du PC, et en écriture, envoie des données du RAM disque du PC vers le NAS. Et chaque cohorte est envoyée et reçue 5 fois pour moyenner les résultats afin d'éliminer les mini-fluctuations que peut rencontrer éventuellement le réseau.
Le cache en écriture des disques est laissé actif, mais les débits sont ceux qui restent maintenus après la saturation du cache, puisque si vous regardez la taille des cohortes de fichiers, eh bien vous verrez qu'elles sont toutes capables de saturer le cache des disques durs qui équipent le NAS. Et enfin, le test est fait avec des dossiers chiffrés et non chiffrés pour voir comment se comporte le NAS quand les données sont chiffrées et s'il parvient ou non à maintenir des performances identiques avec un dossier chiffré et non chiffré. Tout d'abord, regardons les performances avec un seul lien gigabit actif. On obtient donc ces résultats que je vous ai mis dans un graphique. On voit que pour les gros fichiers de plus d'1 giga, comme toujours sur les NAS des dernières années, la connexion gigabit est facilement saturée et que même des fichiers plus conventionnels de 50 mégas environ permettent une saturation de la bande passante. Les résultats sur les fichiers de 1 méga sont également excellents puisqu'ils sont tout bonnement près de 2 fois supérieurs à ceux offerts par son prédécesseur, le 920+. Même combat avec les petits fichiers minuscules de 64 kilooctets, où les performances sont plus que doublées. Ce sont d'ailleurs les meilleures performances que je n'ai jamais mesurées jusqu'à maintenant, toutes marques et modèles confondus, sur cette taille de fichier. Avec 2 liens gigabit agrégés, on sature là encore les 2 liens dans tous les modes de lecture ou d'écriture, chiffrés ou non, ce qui est excellent, et c'est la première fois que j'obtiens de tels résultats. Contre toute attente, les débits sur les fichiers de 50 mégaoctets sont également très largement améliorés, alors que la non-saturation, certes à peu de choses près, de la connexion gigabit, me laissait penser que j'obtiendrais les mêmes débits qu'en simple lien gigabit. C'est là encore absolument excellent et mieux que tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent. Sur les fichiers de 50 mégas et de 64 kg, pas de surprise, l'agrégation de liens n'apporte aucune amélioration, les débits relevés étant limités par les capacités des disques avant tout. Le chiffrement de mes données de mon dossier non chiffré pour en faire un dossier chiffré directement sur le NAS a pris environ 8 minutes, ce qui est paradoxalement moins bon que ce que j'avais relevé sur le 920+ avec exactement les mêmes fichiers. Pour le coup, c'est même un peu étonnant puisque ça veut dire que si j'envoie des données directement dans un dossier chiffré par le réseau, eh bien j'aurai quasiment les mêmes performances que si je les envoie non chiffrés et que je les chiffre ensuite sur le NAS. Et surtout, là ce sera chiffré immédiatement, ce qui sera donc finalement beaucoup plus rapide pour obtenir mon dossier chiffré final sur le NAS. La copie en interne de fichiers, donc le déplacement de fichiers du NAS d'un dossier à un autre, est également extrêmement rapide, puisque sur les gros fichiers, on est monté jusqu'à 230 mégaoctets par seconde, ce qui est quand même très bien, et sur les plus petits fichiers de 64 kg, on était encore à 40 mégaoctets par seconde. Donc là, vraiment, les chiffres sont très très bons aussi, puisqu'on est quasiment à 2 fois les performances qu'offrait un 920+ en la matière. Par contre, petit aparté sur les disques Synology qui sont fournis, au-delà de la performance, je les ai trouvés extrêmement bruyants par rapport au WD-RED Pro que j'utilise habituellement. C'est-à-dire qu'on les entend vraiment beaucoup gratter quand on a des accès aux données. Et pour le coup, ils font plus de bruit que les 2 modes de ventilation les plus calmes. Et il faut vraiment avoir la ventilation en mode plein régime pour que la ventilation devienne plus bruyante que le grattement des disques durs. Et ce qui veut dire que ces disques sont quand même très difficilement imaginables pour équiper un NAS qui serait dans une pièce de vie ou dans un appartement par exemple d'une seule pièce. Toujours pour les usages de ce NAS, il a été possible de lire plusieurs flux vidéo 4K sur le réseau sans aucun souci à partir du moment où c'était le périphérique d'arrivée qui s'occupait du décodage de la vidéo. Et donc dans ce cas-là, le NAS n'envoyait que des données brutes. Et là, vous pouvez vraiment envoyer beaucoup de flux en même temps sans qu'il soit saturé. Et c'est d'ailleurs l'usage que je recommande dans la majorité des cas, puisque si vous avez du transcodage, vous n'êtes jamais certain à 100% selon le codage du fichier source et le codage nécessaire à l'arrivée que votre NAS va réussir à faire le transcodage en temps réel, alors qu'au moins si vous avez un lecteur performant à l'arrivée, le NAS envoyant uniquement des données brutes, tant que vous n'avez pas saturé la connexion réseau, généralement il peut renvoyer des flux en parallèle comme ça sans aucun problème. En termes de transcodage pour le coup, c'est le premier NAS Synology sur lequel je peux lire mon Wonder Woman 4K HDR avec un très gros bitrate sans lag ni ralentissement ni plantage en utilisant VideoStation. Par contre, en utilisant donc VideoStation, ça a été une catastrophe en termes de qualité. Mon fichier est censé être en 4K HDR et là franchement si j'avais un 480p en équivalent, c'était vraiment le bout du monde vu comment c'était pixelisé et j'avais énormément d'artefacts dans le son. Alors que le son, techniquement, lui, était lisible par le périphérique d'arrivée sans aucun transcodage et n'avait donc pas à être modifié. Donc là, pour le coup, il faut vraiment, à mon sens, que Synology travaille sa solution VideoStation parce qu'elle est vraiment pas du tout optimale et pas du tout qualitative. Pour le coup, en utilisant Plex, bien meilleur résultat en termes de qualité puisque j'ai la qualité native de mon fichier, aussi bien en vidéo qu'en audio. Plex me dit bien sûr qu'il risque d'y avoir une dérive colorimétrique parce que je n'ai pas le Plex Pass Premium machin pour lire la HDR dans de bonnes conditions.
mais au final, il me surcolore l'image plutôt que de me la laisser un peu désaturée comme l'image originale, ce qui n'est pas forcément gênant en soi. Et par contre, pour le coup, j'avais des micro-saccades avec la lecture de Plex en très haute définition, mais ces saccades étaient tellement minimes que j'ai juste laissé une trentaine de secondes le film en pause pour que le transcodage prenne un tout petit peu d'avance, et ensuite j'ai pu lire les plus de 2 heures de film sans avoir aucune saccade supplémentaire, donc on peut considérer qu'on peut se permettre une lecture en temps réel, même avec un transcodage 4K très grosse qualité vers 4K très grosse qualité sous un autre format de fichier. Pour ceux qui découvrent les NAS Synology et même les NAS plus largement au travers de cette vidéo, je ne vais pas redétailler tous les paquets testés et toutes les fonctions possibles d'un NAS. Je vous renvoie vers la vidéo spécifique sur tout ce qu'on peut faire avec un NAS. Mais sachez que tout ce que j'ai pu tester sur ce 923+ a fonctionné sans aucun problème. J'ai fait plusieurs backups d'ordinateurs et de téléphones en même temps sur le NAS, pas de souci, c'était fluide, c'était rapide à sauvegarder. J'ai donc fait du transcodage vidéo, j'ai utilisé des suites de bureautique en étant plusieurs à travailler dessus et pareil, c'était fluide et réactif. Les Mail+, les VPN, les choses comme ça fonctionnent parfaitement. Le Download Station, il n'y a aucun souci pour qu'il ait beaucoup de fichiers en échange en même temps. Bref, vraiment aucun souci sur les usages courants, auto-hébergement, VM, etc. Vous aurez vraiment déjà de quoi vous amuser pas mal avant d'arriver à le pousser dans ses retranchements les plus profonds. Et j'irai même un peu plus loin, sur tous les derniers tests de NAS que j'ai faits, c'est de plus en plus compliqué de trouver des choses à en redire ou même des choses nouvelles à en dire. Puisque j'ai un peu l'impression qu'on atteint quand même un certain état de l'art sur le marché avec des produits matures, bien finis, performants, avec des bons rapports qualité-prix qui font qu'en gros, si vous achetez un NAS, que ce soit un Synology ou même d'une autre marque, vous vous retrouvez avec quelque chose qui fera le job que vous lui demandez. Et les différences vont se faire maintenant vraiment sur des paquets extrêmement spécifiques et des fonctions extrêmement spécifiques dont vous avez besoin et qu'une marque va proposer et l'autre non, alors que sur un autre usage, ce sera cette autre marque qui, elle, sera présente sur cette fonction-là, alors que la marque précédente ne le fera pas. Et donc, il faudra vraiment aller un peu plus dans le détail des paquets et des fonctions pour réussir à choisir son NAS aujourd'hui. Ou alors vraiment taper dans des NAS beaucoup plus bas de gamme pour commencer à se retrouver limité. C'est sûr que si vous prenez des séries J ou des séries beaucoup plus basses aussi chez les concurrents, vous aurez sans doute quelques difficultés et quelques limites rapidement atteintes. Mais voilà, sur une gamme plus ou des gammes équivalentes chez n'importe quel constructeur aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement qualitatif, d'extrêmement performant et qui permet de couvrir normalement tous les usages qu'on pourrait demander à ce type de produit, y compris quand on est 8, 10, 15, 20 utilisateurs en même temps dessus, pour des familles plus amies ou pour des usages en TPE, PME. Enfin, signalons que ce 923+ est toujours, comme ses prédécesseurs, compatible avec le Synology High Availability, qui vous permet de pouvoir mettre 2 NAS identiques avec une redondance, de façon à ce que, en cas de défaillance de l'un des 2 NAS, le deuxième prenne automatiquement le relais pour avoir vraiment une accessibilité absolument sans faille de vos données et que vous puissiez garantir donc l'intégrité de votre travail si c'est votre outil de travail. Donc pour conclure sur ce 923+, c'est une excellente machine et une excellente mouture que nous propose cette année Synology. Je continue de regretter qu'on ne soit équipé qu'en lien 1 gigabit seulement et qu'après on soit obligé de payer une carte relativement chère pour passer en 10 gigabits, là où certains concurrents proposent du 2,5 ou du 5 gigabits pour un tarif similaire, qui permettent déjà une transition et une montée en débit beaucoup plus douce et beaucoup moins onéreuse. Après, vraiment, j'ai pas grand chose à en redire. Il fait tout vite et il fait tout bien, c'est-à-dire que ce soit, donc comme je vous le disais, du transcodage de vidéo, de la VM, de l'hébergement de site web, du travail collaboratif, il sait vraiment tout faire et il le fera vraiment très correctement et rapidement. Les débits, comme vous l'avez vu, sont tout à fait excellents par rapport aux prédécesseurs ou à la concurrence que j'ai pu tester récemment. Donc ça, c'est vraiment un très bon point, puisque même si vous manipulez beaucoup de petits fichiers, vous aurez quand même déjà des performances qui sont largement au-dessus des moyennes que j'ai pu constater récemment. Bref, ce NAS est excellent, et surtout, bien sûr, on retrouve aussi la qualité de l'interface Synology, et aussi le service support de Synology qui lui est intégré à l'interface, qui vous permet de contacter des gens de chez eux, d'avoir du support, de l'assistance quand vous n'arrivez pas à bien programmer votre NAS, quand vous avez des fonctions qui déconnent, quand vous avez des soucis techniques. Ils sont très réactifs et plutôt compétents. Et ça, c'est un très gros plus également quand vous choisissez un NAS. Voilà un petit peu donc pour le test de ce 923+. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses, qu'il vous aidera dans vos actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, vous commencez à connaître. Vous avez également Tipeee, Utip, le bouton rejoindre et la boutique sous la vidéo qui vous permettent d'avoir soit des goodies, soit des avantages exclusifs. Donc je vous invite à les découvrir et ça permet de me soutenir financièrement en même temps. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.